La première journée de pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine a été la plus significative depuis des mois, des propos du secrétaire d'État américain Marco Rubio qui s'est dit optimiste pour la suite. La Chine a déclaré que le Japon avait franchi une ligne rouge après les commentaires de sa nouvelle première ministre sur une éventuelle intervention militaire à Taïwan. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a suggéré que l'ancien prince Andrew témoigne devant la commission d'enquête du Congrès américain sur l'affaire Jeffrey Epstein. Les Slovènes ont rejeté lors d'un référendum organisé ce dimanche une loi autorisant les patients en phase terminale à mettre fin à leur vie. Après une journée entière de pourparlers avec de hauts responsables ukrainiens consacrés à la recherche d'une issue au conflit qui dure depuis presque 4 ans avec la Russie, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré depuis Genève que dimanche avait été la journée la plus productive des 10 derniers mois, même si aucun accord n'a encore été trouvé. Il a toutefois évoqué d'énormes progrès et s'est dit très optimiste quant à la suite. Marco Rubio a ajouté qu'il souhaite présenter une proposition bientôt, mais qu'aucune date limite n'a pour l'instant été fixée. I think the takeaway from it is, I think this was a very, very meaningful, I would say, probably best meeting and day we've had so far in this entire process, going back to when we first came into office in January. But there's still some work left to do, and that's what our teams are going to be doing right now. Marco Rubio a souligné qu'un plan final devra être soumis à Moscou. Il est évident que les Russes ont leur mot à dire, a-t-il déclaré. Mais ce plan de paix en 28 points de Donald Trump a suscité de vives critiques des alliés européens. Plusieurs dirigeants ont dénoncé des concessions trop importantes en faveur de la Russie, jugeant qu'ils mettraient en péril la souveraineté ukrainienne et la sécurité du vieux continent. Le Hezbollah a confirmé dimanche soir la mort de son haut commandant militaire Haitham Ali Tabatabai, présenté par Israël comme le chef d'état-major du mouvement. Il a été tué dans une frappe israélienne visant la banlieue sud de Beyrouth. Tabatabai avait dirigé notamment la force Radwan, une unité d'élite du Hezbollah. Outre Tabatabai, l'attaque israélienne a fait 5 morts et 28 blessés selon les autorités locales. Il s'agit de la première frappe israélienne à Beyrouth depuis juin dernier. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dans un communiqué « Nous continuerons à agir avec force pour prévenir toute menace contre les habitants du Nord et l'État d'Israël ». Le président libanais Joseph Aoun a condamné cette attaque et a accusé Israël de refuser d'appliquer la fin de l'accord de cessez-le-feu. Tabatabai était considéré comme le successeur d'Ibrahim Akil, qui a été tué en septembre 2024 lors de frappes israéliennes qui ont anéanti une grande partie de la direction du Hezbollah, y compris son chef de longue date Hassan Nasrallah. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que le Japon avait franchi une ligne rouge après que la nouvelle chef du gouvernement, Sanae Takaichi, a fait des commentaires sur une éventuelle intervention militaire à Taïwan. La dirigeante japonaise a affirmé que le blocus naval de la Chine ou toute autre action contre Taïwan pourrait justifier une réponse militaire de la part de son pays. Wang Yi a qualifié cette déclaration d'imprudente et a déclaré que la Chine devait répondre aux actions du Japon. Les remarques de Sanae Takaichi ont provoqué une montée des tensions entre les deux pays au cours des dernières semaines. La Chine considère Taïwan comme son propre territoire. Elle s'est toujours opposée à l'implication d'autres pays sur l'île, notamment les États-Unis ou le Japon, auquel Taïwan a appartenu pendant la première moitié du XXe siècle. La position de la première ministre japonaise est considérée comme plus ferme que celle de ses prédécesseurs, qui ont exprimé leur inquiétude face à la menace que la Chine fait peser sur Taïwan, mais n'ont jamais dit publiquement comment le Japon réagirait. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a suggéré que l'ancien prince Andrew témoigne devant une commission du Congrès américain chargée d'enquêter sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Le Premier ministre britannique a refusé de commenter spécifiquement le cas du jeune frère en disgrâce du roi Charles, mais il a déclaré aux journalistes qu'il estimait que, d'une manière générale, quiconque a des informations doit les fournir aux enquêteurs. Il s'est adressé aux journalistes qui l'accompagnaient lors de son voyage à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au sommet du G20. L'ancien prince, désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten Windsor, a jusqu'à présent ignoré les demandes de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis. Elle lui demande de témoigner au sujet de son amitié de longue date avec Jeffrey Epstein. Virginia Joffre, une victime reconnue d'Epstein, a accusé le prince britannique en disgrâce d'agression sexuelle lors d'une des fêtes que l'ancien homme d'affaires organisait sur son île privée de Little St. James. Elle a déclaré avoir été forcée par Epstein et sa complice et partenaire de longue date, Ghislaine Maxwell, à accomplir des actes sexuels sur Andrew contre son gré alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans à l'époque.
La pression continue de monter sur l'ancien prince qui a été déchu de son titre et de ses fonctions le mois dernier, la famille royale essayant de se protéger des critiques concernant sa relation avec Epstein. 4 jours seulement après avoir été suspendu pour 2 ans par la Cour suprême espagnole, Álvaro García Ortiz a annoncé ce lundi avoir démissionné de son poste de procureur général. Il a été reconnu coupable d'avoir divulgué des informations confidentielles sur le conjoint d'Isabel Díaz Ayuso, figure de l'opposition de droite, et qui fait l'objet d'une enquête pour fraude présumée. Dans un courrier adressé au ministre de la Justice, Álvaro García Ortiz, qui a toujours nié être à l'origine de la fuite des informations, a annoncé quitter son poste avant que la sanction de la Cour suprême n'entre en vigueur, en raison de son profond respect pour les décisions et les procédures judiciaires. Il a également ajouté que sa décision était motivée par son désir permanent de protéger le ministère public espagnol. La démission ne sera effective qu'après l'approbation du Conseil des ministres, attendue ce mardi. C'est un véritable coup dur pour Pedro Sánchez, qui voit un nouveau proche impliqué dans une affaire. Ce dimanche, le Premier ministre a réaffirmé son soutien à Álvaro García Ortiz, assurant croire en son innocence. Nous respectons le jugement du tribunal suprême, même si nous regrettons ce verdict, a-t-il également déclaré. Les Slovènes ont voté contre la législation du suicide assisté à l'occasion d'un référendum organisé ce dimanche. Seulement 41% des habitants se sont exprimés et 53% d'entre eux se sont opposés à cette loi qui sera suspendue pour au moins 1 an. La loi permettait aux patients en pleine possession de leur faculté de mettre fin à leur vie avec une assistance médicale s'ils souffrent d'une maladie incurable ou d'une douleur insupportable. Les partis et militants conservateurs ainsi que l'Église catholique se sont opposés à cette loi. Hvala lepa vsem, ki so glasovali proti zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev. In to je velika zmaga za invalide, bolnike in upokojence. Zdaj so lahko mirno praznujejo Advent in Božič. Il y a 1 an, les Slovènes s'étaient positionnés en faveur du suicide assisté, ce que le référendum de dimanche vient remettre en cause. La vice-présidente du Parlement a attribué ce résultat à une campagne trompeuse menée par ses détracteurs. Uspeli so konzervativni krogi, uspel je Primc, uspela je RKC nadoločiti javno mnenje s svojimi lažmi, zavajanji in interpretacijami, da gre za zakon, ki globoko posega v človekovo življenje. Cependant, les partisans du suicide assisté ne perdent pas espoir, car un nouveau vote pourra être organisé sur ce sujet dans 1 an. Dans moins d'une semaine, la flamme olympique sera allumée en Grèce et commencera son voyage vers le nord de l'Italie pour les Jeux d'hiver 2026. À Olympie Antique, berceau de la compétition, des prêtresses et des coureuils préparent la cérémonie qui sera suivie dans le monde entier. Mais avant la cérémonie d'allumage officielle, des répétitions quotidiennes, dures et intensives sont de mise. Et ce, même si elles ont lieu tous les 2 ans. 10 jours avant la cérémonie, un groupe de 40 jeunes hommes et femmes s'est installé à l'Académie internationale olympique de l'Olympie Antique. Ce sont eux qui, lors de la cérémonie, accompagneront la grande prêtresse. Ils y allumeront la flamme antique tout en envoyant un message universel de paix entre les peuples. Depuis 2008, c'est la chorégraphe Artemis Ignatiou qui est la directrice artistique des cérémonies de la flamme olympique. C'est elle qui supervise tous les détails de la cérémonie de cette année, y compris les dernières répétitions que son équipe suit depuis plusieurs semaines. Des répétitions qui se déroulent non seulement dans les installations de l'Académie internationale olympique, mais aussi et surtout sur le site olympique sacré adjacent, lieu où les Jeux olympiques sont nés il y a 2800 ans. Intitulée « Jeunes femmes et coureuils, l'éternel réveil », la cérémonie de cette année s'inspire des statues antiques. Les jeunes femmes et les coureuils prennent vie devant les spectateurs et avec rythme, avec intensité, créent une nouvelle chorégraphie où l'atmosphère de la Grèce antique se mélange à celle de l'ère moderne. Η ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι όλοι καλλιτέχνες, είναι καθηγητές χορού ή ηθοποιοί. Προσφέρουμε όλοι εθελοντικά τις υπηρεσίες μας για τη χώρα μας, για την Ελλάδα και να ταξιδέψει, αυτό ζητούμε, το μήνυμα της Ολυμπιακής εκεχηρίας σε όλο τον κόσμο. Γιατί στην ερώτηση, σε οποιαδήποτε ερώτηση, η απάντηση είναι
ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Sentiment de communauté, devoir citoyen, les danseurs et acteurs participent à l'allumage de la flamme pour de nombreuses raisons, mais pour eux, c'est la magie du moment qui reste, la magie créée par le lien millénaire entre eux et les danseurs antiques qui ont célébré les premiers jeux dans ce même temple. Συμμετέχω από το 2011 στις τελετές αφής και παράδοσης, σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά και το συναίσθημα πραγματικά είναι μοναδικό. Το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα είναι το δέσιμο, το δώσιμο και όλα αυτά τα κοινά συναισθήματα με έναν και μόνο στόχο, να στείλουμε το μήνυμα της ειρήνης παντού. Η εμπειρία είναι ξεχωριστή και μαγική κάθε φορά. Συνδεόμαστε ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια και αυτό είναι απίστευτο. Τα αγόρια έχουν ενεργό ρόλο αναπαριστώντας τα γάλματα του Διός, είτε Ολυμπιονίκες αθλητές και ακριβώς μετά ως κούρι σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά στην Ολυμπιάδα. À moins d'une semaine de la cérémonie, les répétitions sont presque terminées. Tout s'est déroulé à merveille selon la directrice artistique et les bénévoles. Pour le groupe, il ne reste plus qu'à savoir si la météo leur permettra de réaliser la cérémonie en extérieur. La flamme olympique est traditionnellement allumée en concentrant les rayons du soleil. Il y a tout de même un plan B puisque la cérémonie pourra également avoir lieu dans le musée adjacent au temple avec une lanterne allumée il y a quelques jours. Ομορφιά, αρμονία, χάρη. Τα τρία αυτά γνωρίσματα που συνδέουν το αρχαίο ελληνικό κάλος με τις σύγχρονες Ολυμπιακές αξίες χαρακτηρίζουν τις ιέρειες και τους κούρους που συμμετέχουν στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς αγώνες Μιλάνο Κορτίνα που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην Βόρεια Ιταλία. Από την αρχαία Ολυμπία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.